Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel espace détente. C'est le numéro 9 et j'ai toujours avec moi la même équipe, la même fougue qui m'accompagne, mes trois compères, pardon. Je ne sais même plus compter. Comment ça va, les mecs? Salut, impeccable. Ça va. Ouais. Ben, il y a Guillaume qui enregistre des fois que ça déconne. C'est ça. C'est ça. Et voilà. Vous avez vu, les mecs, on fait de mieux en mieux puisqu'on a même des backups en direct au cas où, pour être sûr que vous ayez votre meilleure émission de la tech. Alors, Espace Détente, qu'est-ce que c'est? Eh bien entendu, Espace Détente, c'est votre émission. C'est aussi notre émission où on se détend, où on parle de sujets qui nous font kiffer. Et puis voilà. Et pour ça, j'ai réuni mon compère Jason. Salut. Salut Mathieu. Ça va? Oui, et toi? Super. C'est toi qui présente là cette semaine. Exactement, c'est moi qui reprends le rôle de présentateur. Et après des awards chez ETR bien mérités qu'on a fêtés, qui étaient magnifiques. Et d'ailleurs, je dois en profiter, j'en profite encore pour remercier David Noguera. Salut David, qui nous a filé un gros coup de main pour ces ETR Awards. Merci beaucoup. Ah bah écoute, c'était avec plaisir. L'événement était effectivement, comme tu le dis, très sympa. Et puis, je pense qu'il faut saluer, promouvoir ces initiatives, d'autant que c'était effectivement des ETR pour les awards francophones. Et moi, après une découverte Quest 2 d'une vidéo qu'on a fait ensemble, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec les studios. Donc c'était vraiment sympa. Je pense qu'ils ont dû publier des choses sur la chaîne d'ETR. Ça mérite d'aller jeter un petit coup d'œil aussi. Voilà. Allez jeter un petit coup d'œil. Et en tout cas, si ce n'est pas fait et que vous voulez en savoir un peu plus, c'est sur Clubic. Et sur THM. Ouais, exactement. Je les oublie pas non plus. Où vous pouvez retrouver un petit peu les gagnants si vous n'avez pas envie peut-être de revoir ce magnifique replay de 3 heures quand même. Voilà. Qui avait dit en 2 heures c'est plié, 3 heures plus tard. Oui, c'est ça. On n'a pas vu le temps passer. Hein. C'est ça. Non, mais c'était bien. Après, c'était super cool. Et on va terminer là l'instant promo. David, quand même, on peut te retrouver sur Frandroid, sur Clubic et sur ta chaîne YouTube, David Noguera. Yes. I'm back. Je vous ai abandonné sur l'émission, sur la dernière émission. Je discutais avec un variant anglais, mais ça va beaucoup mieux. J'ai l'impression que ça allait que dans un sens, le problème. Hein. C'est que ça allait que dans un sens. Il avait décidé d'être dans le monologue un peu relou pour moi. Voilà. Je croyais que clairement, tu ne pouvais plus l'entendre. Et du coup, en tout cas, on est ravis de te voir en forme. Et on en profite pour saluer l'homme qui est en dessous de moi, qui est toujours en posture façon ninja sur le teco là. Salut Guillaume de grenacia.com. Comment tu vas? Écoute, ça va très bien. Tant qu'à faire qu'on continue les promos, je remercie Charal parce qu'ils vont fêter le May the Force de Star Wars. Donc ils m'ont envoyé quelques codes promo. Ils m'ont envoyé un t-shirt aussi. Voilà. Il n'y a même pas un truc caché sur le t-shirt, quoi. Laisse tomber. Non, mais j'ai aussi la boîte à meux. Attends, elle est où la boîte à meux? J'irai la chercher au prochain générique. C'est un peu de mauvais goût, hein, la boîte à meux. Non. C'est un des rares services presse qui est vraiment excellent, exceptionnel. Donc je t'assure, je vais essayer de la retrouver et je l'amène dessus tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une clé USB? Parce que moi et Mathieu, enfin en tout cas moi, à l'époque, je l'attendais, tu vois. C'était ça, c'est vrai. Les conférences de presse, on ressortait avec une clé USB, on avait des étoiles dans les yeux. Quoi, non, je les ai toutes données, moi, les clés USB, j'en peux plus. Et des clés USB de plus d'1 giga, parce qu'on arrivait à avoir encore des trucs bien pourris. Si, j'en ai gardé une, elle est dans mon portefeuille. Et dis-toi, ça c'était la conférence de presse de SanDisk à l'époque. Yes. Ça, c'est 128 gigas, mon pote, en USB 3. Ça, c'est. Ouais, ça, dessus, il y avait un dossier de presse de 3 mégas. Mais en vrai, meilleur cadeau. Ça, je te jure, c'est vraiment. Pour transporter tous ces films d'adultes préférés. À côté de tout ça, il y avait quand même une vraie logique d'arrêter de nous inonder avec 50 000 feuilles de papier, et ça, c'était plutôt pas mal. C'était déjà un peu de la dématérialisation. Après, maintenant, on est passé au format Dropbox, des choses comme ça. Quoi. Voilà, c'est ça. Vous avez un QR code sur la petite carte. Mais du coup, les copains, cette émission, il faut quand même le dire, elle n'est pas sponsorisée par Charal. Ce n'est pas notre partenaire. Peut-être un jour. Bientôt. En attendant, ceux qu'on salue et ceux qu'on embrasse de tout cœur, c'est notre partenaire Macoq. Macoq, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Macoq, c'est votre boutique d'accessoires. Et si vous ne savez pas encore ce que c'est une belle boutique d'accessoires, eh bien, c'est ça.
Un accident, c'est si vite arrivé. Alors pour protéger tes produits high-tech, Macoq est là pour te proposer des coques de protection de qualité et en plus très stylées, au prix les plus bas. Alors n'hésite pas, si tu veux protéger ton smartphone, tes AirPods, ta console ou t'équiper en accessoires, passe nous voir sur macoq.com. Mais après toutes ces digressions, je vous propose qu'on passe quand même au menu de cette émission. Et cette émission, elle va être cool puisqu'on va parler enfin des télé mini LED. David va nous parler de la Samsung QN95A qu'il a pu tester sur sa chaîne. On va refaire un petit retour sur cette nouvelle techno de télé. On va parler également ensuite de Stardust. On va faire place aux étoiles avec Jason qui a des choses à nous dire. Donc, pour être un petit peu dans l'actu du moment. Et on finira avec l'instant pop culture et la sélection de jeux de société à 2 joueurs. Voilà pour le menu de cette émission. On démarre tout de suite avec David. Et oui, pour mon retour, forcément, il fallait bien que je vous parle d'un truc dont je parle déjà suffisamment régulièrement, mais en tout cas que je maîtrise à peu près. Les télés et la régie, s'il te plaît. Si tu peux nous envoyer bien les images qui nous intéressent pour cette émission, c'est effectivement le Samsung QN95A, hein, comme tu l'as annoncé Mathieu, sur un rapide tour du côté de chez Samsung, ce qui va me permettre de parler du site de Samsung, ce qui va me permettre de vous parler de la gamme, puisque le QN95A, le point quand même super important, c'est que c'est le modèle le plus haut de gamme des téléviseurs mini LED, donc Neo QLED 4K, et ensuite en dessous on a un QN80A et au-dessus on a du QN800 et QN900A pour les modèles 8K. Ce qu'on voit là, c'est tout simplement la conception de ce qu'est le téléviseur mini LED, parce que le mini LED ça reste une technologie LCD en opposition au QLED. Quand on va au magasin et qu'on vous dit oui, c'est un téléviseur LED, ça veut rien dire, c'est un téléviseur LCD avec des LED derrière qui font le rétroéclairage. Et là, l'intérêt du mini LED, on l'a vu, c'est 40 fois plus petit. Et comme c'est 40 fois plus petit, on maîtrise mieux la lumière et on maîtrise mieux les contrastes, comme on peut le voir là à l'image, avec cette belle présentation un peu bullshit, comme on y a le droit sur plein de produits. C'était mieux, pas avant, mais c'est mieux maintenant. Voilà, c'était déjà génial avant, mais c'est encore mieux maintenant. Et donc, voilà. Donc, l'intérêt de ce téléviseur aussi mini LED, c'est que comme les diodes sont 40 fois plus petites, eh bien, on est sur un châssis qui est aussi beaucoup plus fin. Là, très rapidement, on a une image, mais on va passer sur ce qui constitue les nouveautés du mini LED. On a donc déjà la finesse, parce que le téléviseur ne fait plus que 2,5 cm d'épaisseur sur toute sa hauteur. Et s'il fait 2,5 cm d'épaisseur sur toute sa hauteur, c'est aussi parce que la connectique est déportée dans ce truc-là, qui est donc le boîtier One Connect, avec cette année, c'est 4 prises HDMI 2.1 et son nouveau processeur Neo Quantum Processor 4K. Et franchement, ça envoie du lourd. Alors du coup, j'avais encore une télécommande d'un ancien modèle, et là, on peut voir que la nouvelle, un peu plus chiche, un peu un modèle, un truc qui au début, ça fait 50 grammes, j'étais un peu perturbé, mais on a pu voir qu'elle avait un panneau solaire, et ça, c'était plutôt cool. Et donc là, rapidement, les images de Tizen OS. Le système est relativement fluide. Il y avait quelques lenteurs, mais je me suis demandé si ce n'était pas un peu lié à mon produit perso. Alors ça, c'est la boucle habituelle. Voilà, Costa Rica 4K. Costa Rica, oui. Et franchement, ça envoie du bois, mais grave. Parce que l'intérêt du mini LED, c'est que du coup, tu mets plus de LED, plus de zones. Samsung ne donne pas de chiffre officiel, mais on serait aux alentours de 860 zones. Enfin, le modèle 55 pouces commence à 860 zones, et sachant qu'il y a 10 mini LED par zone, on est sur 8600 mini LED. C'est loin encore d'être aussi précis que l'OLED qui est auto-émissif pour produire sa lumière, etc. Mais on grimpe, c'est un chiffre qui n'a jamais été atteint. Et donc, du coup, ça permet de produire une luminosité de fou. Je vous invite à aller voir sur la chaîne le test complet parce que je vous donne les valeurs de luminosité. Et surtout, c'est la première fois que j'ai un téléviseur Samsung qui, sorti de boîte, est aussi juste. Ça, c'est les images de Gemini Man. Ouais. Et souvent, chez Samsung, en sortie de boîte, on est sur un truc qui est quand même assez saturé. C'est du QLED, c'est du LCD, mini LED avec la surcouche QLED qui pop les couleurs, etc. Et là, franchement, alors on a la compression YouTube, etc. Et là, franchement, ça déboîtait grave. Il y a un souci, c'est que comme on le voit là, le mini LED, il est censé, enfin, la LED classique est encapsulée dans un globe, comme le sont vos ampoules. Et donc, ça provoque une diffraction de la lumière. Le mini LED est censé résoudre ça, puisque, comme c'est des LED et que c'est sur une dalle plate, donc du coup, ça permet de produire des noirs, de mieux maîtriser les fuites de lumière. Sauf que je vous invite encore
découvrir le test. Là, franchement, c'est assez dingue, mais en fait, il y a quand même des moments où ça déconne pas mal. Et du coup, j'avais quand même des petites fuites de lumière. Et ce qui m'amène, dites-moi dans les commentaires, là, vous qui êtes connectés, est-ce que vous pensez de mon nouveau logo Technoguerra? Je l'ai mis là exprès. C'est un gars, un de mes abonnés qui m'a fait un logo Technoguerra. Et voilà. Et donc, du coup, bah, voilà ce que ça donne du mini LED quand on le contrarie un petit peu en affichant des menus sur Netflix. Voilà. Donc, on a encore beaucoup de fuites de lumière. Et elles sont balèzes. Hein. Elles sont encore balèzes. Et en fait, exagéré par rapport à la captation de l'image ou... Alors, la caméra amplifie régulièrement le truc. Le seul truc, c'est que du coup, moi, quand je rec, j'essaye de faire en sorte d'abaisser l'ouverture de l'iris, enfin, différents petits paramètres, pour être proche de ce que moi, je ressens, de ce que moi, je vois. Évidemment, c'est un truc qu'on va pouvoir corriger dans les menus du téléviseur. Et surtout, c'est un truc qui est perturbant, qui est déroutant, parce que là, sur les images qu'on voit là, le détourage, il est bien meilleur. Il est quasi parfait. Et en fait, dans ma reloutitude que vous me connaissez, je ne sais pas si on peut mettre en pause le temps que je finisse cette phrase avant qu'on attaque le gaming, mais dans ma reloutitude que vous me connaissez, j'ai sollicité beaucoup Samsung et je leur ai dit, pour moi, il y a un problème. On a des fuites de lumière qui sont injustifiées à certains moments. Et en fait, du coup, aller-retour avec les ingénieurs coréens. Et en fait, un peu presque la breaking news, c'est qu'en fait, le téléviseur, lorsque les menus de Netflix apparaissent, ne gère plus le local dimming. C'est-à-dire qu'il ne gère plus les zones de rétroéclairage et donc il pop sa lumière à fond. Et comme il est extrêmement lumineux, ça amplifie tous les défauts. Et ça, du coup, chez Samsung, en tout cas en France, ils n'avaient jamais eu quelqu'un qui leur avait un peu mis le nez dans l'affaire, pour ne pas dire autre chose. Et donc, du coup, on a identifié ce problème. Et ce qui est marrant, c'est que moi, j'avais fait dans la vidéo, avant d'avoir la réponse, je m'énervais en disant, je suis sûr qu'il y a un problème, il faut que Samsung se prenne la tête là-dessus, c'est pas normal. Et c'est vrai que c'est pas normal. Samsung doit encore bosser sur les améliorations du processeur pour réduire ces effets de fuite de lumière. Mais de toute façon, sur la chaîne, je ferai un live consacré à ces défauts, pour revenir et puis pour conseiller aussi un petit peu mes chers abonnés qui sont qui se posent toujours plein de questions. Puis en plus, il va y avoir l'Euro qui arrive, donc je pense que pas mal vont commencer à... Manquez pas les lives, hein. La cloche, tout ça, sur la chaîne, il faut la mettre, hein, si vous voulez pas rater les lives, pour bénéficier du meilleur vendeur de télévision de France. En tout cas, vendeur, je vois rien. J'essaye d'identifier, mais effectivement, du coup, on identifie pas mal de... Après avoir débunké le Xiaomi 4K 120 qui n'en était pas et qui était du 4K 60, qui ça aussi... Ils sont tous passés. Entre les Chinois, les Coréens de chez LG et maintenant Samsung. Et cela, voilà. Donc là, maintenant, on s'occupe un peu de Samsung. Mais à côté de ça, la régie, si tu peux nous remettre les images. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, évidemment. On est sur un téléviseur de psychopathe. Alors là, c'est des petites images quand même, parce qu'il faut bien remercier. On est sur 3090 de psychopathe. Il faut bien que je remercie Nvidia qui, alors c'est vrai que Microsoft, visiblement, semble ne pas avoir accès à ses emails. En tout cas, l'agence de presse ne semble pas avoir accès à mes emails pour faire différentes choses, parce que non pas que je veuille absolument une Xbox Series X en presse longue durée, mais il n'y en a pas dans le commerce. Et en revanche, chez Nvidia, eux, ils ont eu une carte graphique à me mettre à disposition, et ça, c'était plutôt très très cool, et je les en remercie. Et eux aussi galèrent, d'ailleurs. Et aussi galèrent. En fait, toute l'industrie de la tech galère. Hein. Samsung, moi j'ai des gens qui m'ont dit, mais je ne reçois pas mon téléviseur. Toute l'industrie de la tech galère. Je suis toujours preneur. Voilà. Et Stéphane, si tu veux aussi que je te remercie un jour dans un espace de compte, n'hésite pas. Mais voilà. En tout cas, effectivement, j'avais les conditions idéales pour tester le téléviseur et voir et mettre en tout cas en lumière ce qu'on a pu voir rapidement avec cette Samsung Game Bar qui donne accès à quelques réglages, quelques informations, dont ce truc-là, qui est la capacité de basculer du mode 16 neuvième au mode 21 neuvième au mode 32 neuvième. Et du coup, j'ai pu jouer. Alors, il faut que le jeu, évidemment, c'est un truc qui est banni sur console, c'est pas possible, tu peux pas changer la définition de l'image. C'est ça, et c'est ce que j'allais te dire, ce qui, au final, c'est même pas plus mal par rapport au risque de froisser les consoleux, c'est qu'avec ce genre de PC, c'est ultra, tu peux tout faire. Et avec la puissance que tu as, tu peux pousser les limites. Et là, ce qu'on voit, donc on est en mode 32 neuvième, et du coup, je suis sur un écran qui est un équivalent de 60 et quelques pouces ultra wide, donc ils ont des Odyssey chez Samsung, ils ont le G9, etc. Et en fait, du coup, ça devient jouable parce que tu as un extrêmement grand champ de vision. Tu perds certes effectivement sur le côté un peu hauteur, mais c'est pas réellement ce qui t'intéresse dans ce type de jeu. Et avec Call of Duty Modern Warfare, franchement, j'ai pu jouer, j'ai pu vraiment me marrer, sachant que tu es en 4K à 120, que j'ai une machine de furieux, et ce que j'ai pas
par rapport à une Xbox Series X ou une PlayStation 5. Je ne sais pas si c'est réellement le cas sur Series X parce que j'ai des abonnés qui m'ont dit ouais, tu as plus d'options de réglage, etc. Bon, tu peux couper la boucle si tu veux. C'est que du coup, on a sur PS5, il y a eu des vidéos, notamment côté US, où les mecs ils montraient la différence d'image entre le PC et la console, et ce qui se passe quand la console essaie de maintenir une image 4K à 120, par exemple, sur Fortnite, tu as des pans complets des détails qui disparaissent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es avec ton perso, tu es en train de jouer, et puis tu as des buissons, tu as des choses comme ça. Alors, ça ne reste pas évidemment des éléments très importants et des choses vitales pour ton game, mais du coup, tu as des choses qui sont complètement, qui disparaissent. Voilà. Et là, franchement, ce n'était pas le cas. Alors, j'ai regretté parce que du coup, j'ai joué à Watch Dogs Légion avec cette configuration et avec ce téléviseur, et j'ai regretté de ne pas avoir tourné des images. J'ai fait que les photos pour le test qui était qui est paru d'ailleurs donc sur Frandro, et j'ai regretté de ne pas avoir fait des images avec Watch Dogs Légion parce que le ray tracing avec la puissance lumineuse, l'efficacité de la dalle, c'était somptueux. C'était vraiment, voilà. La conclusion, vous irez la voir plus en détail sur la chaîne. C'est un téléviseur qui est quand même à 2299 € en version 55 pouces, 3000 € en version 65, 4500 en version 75 et 6000 € en version 85 pouces. Alors oui, ça peut paraître cher, mais attention, mettez en opposition à ça. J'ai eu des gens qui m'ont dit « Oh, c'est cher par rapport à du LG C1 ». Je ne suis pas sûr qu'il faille réellement le comparer au LG C1 parce qu'en termes de capacité, ça se trouve, on va plutôt être du côté du LG G1, qui est la gamme Evo, qui est ultra lumineuse, etc. Donc, et là, on est sur des prix qui, du coup, sont très compétitifs. On est quand même sur des modèles haut de gamme, même par rapport à un 90J de chez Sony, une nouvelle gamme XR que je suis en train de tester, qui est exceptionnelle aussi. On est vraiment sur du gros truc compétitif, quoi. Voilà. Mais du coup, moi, je vais faire mon viewer relou, quoi, parce qu'on a toujours envie de faire des oppositions, et c'est normal. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui te ferait kiffer? Si on te disait que tu avais le choix entre cette télé-là et une télé OLED haut de gamme qui s'approche de cette télé-là. Moi, l'OLED, dans ma configuration chez moi, bien souvent, c'est un peu no way. Même si là, je suis extrêmement agréablement surpris par le filtre anti-reflet qui est sur le Sony A90J. J'ai beaucoup de reflets. Après, il y a des choses qui ne me sont jamais arrivées. Le marquage, par exemple. Sur l'OLED, ça ne m'est jamais arrivé. Les constructeurs travaillent pour réduire le phénomène. Mais avec le mini LED, c'est sûr que tu l'auras pas. Après, il y a plein de trucs dans ce Samsung. Il y a une qualité audio qui est là aussi, qui est très intéressante. Et il y a cette puissance lumineuse. Le vrai souci, c'est ce dont je parlais tout à l'heure en live, c'est qu'il va falloir apprendre à maîtriser le téléviseur. Et ça, c'est possible. Moi, je peux même vous faire un petit share screen très rapidement de l'article que j'ai écrit sur Frandro, qui est lui en ligne. Si tu veux, je fais le partage. Non, mais ça y est, c'est bon, il l'a fait. Voilà, il arrive, je pense que du coup... voilà, il faut que je te voilà. Voilà, tout à fait. Tac, alors du coup, mince, malheureusement, effectivement, on est sur un truc un peu crasse-pouille, voilà. Je vais le mettre en full screen, désolé, c'est un écran ultra-wide que j'ai, donc du coup, dites-moi bien, j'ai plus de retour vidéo, donc dites-moi si on le voit bien. Ouais, mais voilà, donc, bien. ça, c'est les problèmes dont je vous ai parlé, les fuites de lumière, etc. Et on arrive donc sur des choses comme ça qui sont très dures à accepter. Ah oui. Ouais, moi, franchement, j'ai été surpris que entre guillemets, pour l'instant, personne n'en parle. Et ensuite, on a sur ces problèmes-là, voilà. Et donc, j'explique plus tard dans l'article qu'il est possible de faire quand même quelques petits réglages. Et là, on se retrouve, vous voyez là, typiquement, le rétroéclairage diminué. J'ai plus de fuite de lumière sur les sous-titres. Donc, en fait, il y a moyen de l'optimiser. Il y a moyen de corriger ça. Mais est-ce que ça se fait au détriment du coup de la luminosité globale de la télévision ou pas? Alors, ça se fait au détriment de la luminosité globale, tu as bien raison. Sauf que, comme je l'explique par ailleurs dans l'article, c'est que ce téléviseur, mince, du coup, mon StreamYard, il est où? Il est là, voilà. C'est bon, on t'a retrouvé. On arrête le partage, désolé les camarades. Ce téléviseur mini LED, je vous le disais, il est extrêmement puissant sur sa luminosité, puisque sur l'intégralité de sa dalle, il produit une luminosité, en l'occurrence plus de 700 nits, qui est plus importante que le pic lumineux des OLED, à 5%. Un OLED, aujourd'hui, quand tu affiches une image, alors c'est les mesures qui veulent ça, le process de mesure, mais tu affiches une mire blanche à 100%, le pic lumineux baisse aux alentours de 150 à 180 nits. Avec le mini LED, sur le pic lumineux, je suis à 1500 nits en mode cinéma, même pas dans le mode le plus dynamique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi, aujourd'hui, je compte sur Samsung pour tout simplement, et c'est le défi que je leur lance, c'est de dire, vous avez
9000 mini LED grosso modo dans ce téléviseur. Vous avez 800, allez, on va dire 880 zones parce que c'est 55 pouces, on a X zones. Voilà, donc on va dire, allez, on a 870 zones, 8700 mini LED. Et bah, raclez-vous la soupière comme vous voulez pour mieux les maîtriser. Il y a des choses qu'on n'annulera jamais. Les fuites de lumière sur les sous-titres, c'est extrêmement compliqué parce que c'est des petits bandeaux. Mais les problèmes avec Netflix, les mecs, quand ils ont, enfin, je sais pas s'ils le savaient ou non, mais en tout cas, le retour qui m'a été fait, c'est, voilà, on a cherché et on a compris pourquoi. Et donc ça, c'est indépendant de la volonté de Samsung. Mais en attendant, il y en a d'autres qui font mieux. La difficulté pour eux, ça va être de se dire, le problème, c'est qu'ils, enfin, et puis après, je vais arrêter de traîner, mais ils ont 2 modes seulement. Ils ont un mode cinéma, un mode filmmaker, et ils n'ont pas de mode intermédiaire. Et donc, du coup, s'ils avaient un mode intermédiaire, comme peut l'avoir Sony, comme peut l'avoir Panasonic. Panasonic, par exemple, tu as des modes qui s'appellent Dark Room, tu vois, Expert Dark Room. Bah, quand tu es dans le noir, tu sélectionnes ce truc-là, ça descend la luminosité des dalles, et tu es sur des réglages qui suffisent, qui sont suffisants. Là, j'ai eu des lecteurs, des abonnés qui m'ont dit « Ah ouais, j'ai reçu le Q95T, il y a par moment, l'image s'affiche, tu sais les UV, quoi. » Mais ils ont un truc extrêmement puissant, qui est extrêmement polyvalent. Et ma conclusion, c'est que c'est le meilleur téléviseur Samsung qu'ils aient sorti, et il m'a déçu. Dans l'ensemble, sur ce point spécifique du mini LED, bah, je suis sur ma faim. À eux d'améliorer ça maintenant. Mais du coup, moi, j'ai pas eu l'impression que tu aies répondu. Alors, ok. Alors, dis-moi, quoi choisir? OLED ou mini LED? Eh ben moi, ayant les deux, alors le problème, c'est qu'il va falloir que je teste les performances des mini LED, des OLED de cette année. Mais moi, je pense que j'achèterai le Samsung. Déjà parce qu'il est moins cher à taille équivalente qu'un G1, et moi, c'est par rapport au LG G1 que je le positionne. Il est moins cher que le Sony A90, qui est une tuerie. Hein. J'en parlerai bientôt sur la chaîne. C'est un monstre. Bravia Core, ça fonctionne super bien. Le processeur XR a l'air furieux. Donc, j'en reparlerai bientôt sur la chaîne. Mais la polyvalence est telle. C'est aussi parce que j'ai un profil peut-être un petit peu plus expert. Je suis capable d'aller dans les réglages, de me prendre un petit peu la tête. Mais la calibration cette année est fidèle comme jamais Samsung ne l'a fait. La luminosité est bonne. Après, voilà, faut composer, faut travailler avec le téléviseur. Et c'est le boulot que Samsung aurait dû faire. Ok. Voilà. Mais du coup, dans l'article de Frandroid, tu donnes les réglages ou du coup, tu vas les donner dans le deuxième article de Frandroid, je donne quelques recommandations. Après, allez voir l'article. Ouais, je pense qu'il faut être. Pas trop, hein, non, bien sûr. Après, de toute façon, il y aura ton live sur ta chaîne après aussi. Ouais, tout à fait. Ça reviendra. Et puis, je pense que les gens auront toujours plein de questions. J'ai toujours beaucoup de questions ultra intéressantes. Et ça, c'est plutôt cool. Et parfois même sur des conneries comme comment ça marche avec la prise jack, si je veux brancher une prise jack, est-ce que je peux avoir une double sortie audio, etc. Et c'est con, hein, mais j'ai une vidéo qui va sortir là-dessus aussi. Parce que Samsung fait beaucoup de choses pour les malentendants, les malvoyants, etc. Et il y a un petit. En fait, moi qui suis très dans l'humain, je préfère qu'on me pose des questions sur l'usage, effectivement. C'est vrai que je fais un gros abattage sur les mesures que je fais dans toutes mes vidéos, qui arrivent souvent d'ailleurs plutôt en fin de vidéo, plus qu'autre chose. Et partager le feeling, c'est super important. Voilà. Très bien. Voilà. J'ai une question, moi. Dis-moi. Est-ce que du coup, ça veut dire que les constructeurs ne parlent pas avec les services de streaming, Prime Video, Netflix, Disney+? Si, je pense beaucoup, mais typiquement, ce truc-là, je pense que, en fait, je veux pas m'avancer, ni me jeter des fleurs, ni quoi que ce soit. C'est pas ma façon de voir les choses et c'est pas dans mon tempérament. Mais je pense en fait qu'il l'avait pas vu parce que moi, quand on a échangé, je leur ai dit quels étaient les contenus que j'avais utilisés. Là, la boucle de Meridian sur laquelle on voit les fuites de lumière, c'est une torture pour les écrans LCD parce que c'est un personnage qui évolue qui est lui-même éclairé, qui projette une image avec une lampe torche, ce qui fait effectivement des effets d'halo lumineux et qui est sur un fond noir complet. Et si ce truc-là, donc, qui est extrêmement, techniquement très compliqué à gérer par les téléviseurs LCD, les trucs liés à Netflix, c'est comme ça qu'on les a identifiés. C'est avec des allers-retours, de discussions, de machin. Et si alors, peut dire qu'il parle avec tout le monde pareil, j'en sais rien. Après, vous savez que j'ai été dans un groupe qui était un gros groupe de télé, et les gens de chez Samsung venaient discuter avec ces fameux groupes. Typiquement, j'étais chez 01net, je pense que tout le monde le sait, voilà, enfin certains le savent. Oui. C'est le même groupe que SFR, et quand SFR sortait des applications RMC, etc., les gens de chez Samsung, les gens de chez LG viennent
venaient au siège pour discuter de l'intégration des applications. Alors après, c'est des services français, donc ça facilite. Je ne sais pas quels sont les échanges avec Netflix, Amazon Prime Video, etc. Mais voilà, on l'a vu, c'est perfectible et je pense que voilà, il y a des choses à faire. Ok. Eh ben écoute, je pense que tu as tout dit. Yes. Du coup, voilà. Avis aux gens qui ont 2000 € et qui veulent une télé. 2003, allez vérifier. Voilà. Allez voir. Allez checker la vidéo encore pour vous faire un avis encore plus complexe que celui-ci, qui est déjà pas mal. Yes. Et puis les lives. Les lives de David pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, c'est sur la chaîne. Ouais, dites-moi ce que vous pensez du logo. Yes. Et ce que vous pensez du logo aussi. Allez, sans plus tarder, je propose qu'on avance et qu'on part un peu vers les étoiles. Bon, alors toi, Jason, tu as voulu nous emmener dans l'actu du moment. Hein. On a notre Thomas Pesquet national qui est tout là-haut dans les étoiles, qui nous fait bien rêver. Et allez voir son compte Twitter à Thomas Pesquet, sans parler de son compte Instagram, ça fait kiffer. Donc toi, tu voulais suivre un peu l'actu du moment. Alors, dis-nous. Et oui, Mathieu, ouais, voilà, comme on habite à Paris, payer un demi-SMIC pour 10 mètres carrés, c'est pas tip-top. Bah, du coup, moi, j'aime bien regarder des vidéos sur l'espace. Et donc, je vais vous parler de la chaîne Stardust Ciel et Espace, qui, comme son nom l'indique, est une chaîne qui va parler d'espace, mais aussi d'aérospatiale de manière plus générale. Et donc, si la régie peut peut partager mon écran. Allez, voilà. Donc du coup, je vais vous partager, voilà. Donc je vais vous parler un peu de cette chaîne-là. Donc j'en profite pour mettre une petite vidéo en fond. Donc c'est une chaîne, donc comme je l'ai dit, qui parle d'espace et qui qui a plusieurs thématiques. Donc la thématique donc de la conquête spatiale. Et ce qui est très intéressant sur cette chaîne-là, c'est qu'en fait, elle va parler sur la conquête spatiale, mais sur plusieurs points de vue. On n'a pas que la vue américaine. Je vais vous partager la petite playlist. On n'a pas que la vue américaine, mais on a aussi la vue de l'URSS sur la conquête spatiale et également française et européenne. Donc ça, c'est vachement intéressant puisque c'est pas quelque chose qu'on voit trop à la télé. Donc moi, je vous invite à découvrir cette chaîne pour cet aspect-là, notamment. Donc, je vais en profiter aussi pour vous donner quelques anecdotes sur la conquête spatiale. Ouais. Notamment, du coup, en française, on a l'histoire de Marianne. C'est mon fils qui dit. Il l'appelle Marianne. Ah oui, Marianne 5. Marianne 5, c'est ça. Oui, du coup, oui, on a justement celle-là, voilà, sur Marianne 5. Et justement, je vous invite à aller voir, du coup, la playlist spatiale français et européen, puisqu'en fait, Ariane 5, c'est une fusée, en fait, française, mais aussi c'est une collaboration européenne qui s'est faite un peu dans la douleur. Si vous voyez justement cette vidéo-là, vous allez comprendre mieux pourquoi. Et donc, je vais justement en profiter pour vous parler de la conquête un peu rapidement spatiale. Donc, voilà, il faut savoir que comme la plupart des grandes découvertes qui se sont faites au XXe siècle, c'est notamment les grosses avancées ont été faites au niveau à cause des guerres, et notamment la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, notamment avec les Allemands qui balançaient des missiles à travers l'Europe avec leur V2. Et en fait, à la fin de la guerre mondiale, les vainqueurs ont récupéré des fusées, donc notamment les Russes et les Américains et Anglais ont récupéré des fusées V2 dans leur intégralité. Les Français, eux, n'ont pas pu récupérer de fusées V2 en entière, mais ils ont récupéré des pièces et également des chercheurs allemands qui n'étaient pas des nazis. Hein. Ils travaillaient pour les nazis, mais c'était des chercheurs allemands, tout ce qui est plus classique. Ils n'avaient pas l'idéologie nazie. Et donc, ils ont collaboré avec les Français pour donc faire des fusées. Et comme la plupart des autres pays, comme les États-Unis, l'URSS et le Royaume-Uni, c'était des fusées qui étaient dérivées des fusées V2, donc des technologies allemandes. Puis après, ils ont progressé et ils ont fait des fusées françaises. Donc, il y avait du Dutch Quality, quoi, déjà. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. Il y avait du Dutch Quality et c'est très marrant. Une époque un peu spéciale. Ouais, et justement, c'est très marrant puisque dans cette vidéo-là, ils expliquent justement que à l'époque, collaborer avec des Allemands, c'était un peu mal vu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et donc du coup, en fait, les Allemands étaient présents dans une ville, mais ils étaient un peu mis à l'écart de la ville pour éviter les contacts avec la population civile, voilà, pour éviter
de se faire mal voir. Et donc la France a du coup continué dans la recherche spatiale et ils ont donc développé des fusées avec un programme qui avait des jolis noms, puisque c'était le programme avait comme nom GEM, parce que les noms de fusées avaient comme nom de code des pierres précieuses. Donc il y avait les fusées Ruby. Ah, bah voilà, les pierres. Voilà. Les fameuses. Énergie, Zen, tout ça là. C'est ça. Ah oui, les pierres de Guillaume, qui n'ont rien à voir. On lâche rien. Elles vont percer les pierres. Tout à fait. Et donc, là, ils racontent un peu des anecdotes sur la conquête spatiale française. Donc, au début, les fusées étaient lancées dans le sud de la France. Mais bon, voilà, lancer des fusées près de villes, c'est pas tip-top. Donc, ils se sont délocalisés. Ils sont allés en Algérie, qui à l'époque était Algérie française. Et donc, ils étaient allés près du désert pour donc lancer leur première fusée. Bah, et donc, plus d'espace et surtout moins de personnes aux alentours. Donc, c'est beaucoup plus safe. Ils ont expliqué qu'il y a eu quelques explosions, donc c'était plutôt pas mal, c'était plutôt une bonne idée de lancer des fusées dans l'espace. Et surtout, j'ai une petite question, est-ce que vous avez une idée du premier Français qui a été envoyé dans l'espace? Non. Tintin? Non, pas Tintin. Tintin était belge, tu sais, en plus. Ah oui, c'est vrai, en plus. Il s'appelle Hector et c'est un petit rat, voilà. D'accord. C'est lui, et qui a été suivi par Félicette, qui est un astrocat, voilà. Je suis un peu déçu, hein, mais même si la team moustache est bien présente. Voilà. Donc, premier mâle envoyé dans l'espace côté français, c'était un rat, et première femelle, c'était une chatte qui a été envoyée dans l'espace. Et ils sont revenus vivants, les deux animaux, contrairement aux Russes avec Laika qui, malheureusement, est morte dans l'espace. Donc ça, c'était du côté français. Donc je vous invite à aller voir cette petite playlist où il y a plusieurs vidéos. Vous allez voir justement un peu plus en détail sur la conquête spatiale du côté français et européen, et notamment avec le programme Ariane. Vous allez voir que cette fusée a été faite un peu dans la douleur, et vous allez aussi comprendre pourquoi la fusée Ariane 5 est une des fusées les plus fiables qui existent à l'heure actuelle. Et du côté américain, il y a également une playlist qui est très intéressante qui parle au niveau des navettes spatiales, mais aussi au niveau du programme Apollo. Donc c'est le programme Mercury. Et cette playlist-là va vous parler donc du programme Apollo, voilà. Tu vois, depuis tout à l'heure, j'ai la tête baissée. Non pas que tu ne m'intéresses pas, au contraire, je voulais compléter par ce truc-là, l'étoffe des héros. Et c'est ce que j'étais en train de chercher. Pardon, vas-y, je t'en prie, Jason. La monétisation. On fait un bisou à la monétisation, on lui dit au revoir. Bisous. Ouais. Ah, mais t'inquiète, c'est juste pour la sponsor, il parle rapidement de l'étoffe des héros. Mais du coup, il parle donc. Un bisou au bot, pardon. Je vous invite au vote YouTube. Donc, du coup, dans cette playlist-là, il va parler donc du programme Mercury, qui est donc le fameux programme spatial qui a été développé par les Américains pour la conquête de la Lune. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, les Américains étaient un peu devancés par l'URSS, qui était à chaque fois les premiers dans pas mal de domaines. C'était les premiers à satelliser un objet dans l'espace, les premiers à envoyer un animal dans l'espace avec Laika, voilà. Les premiers à avoir envoyé un humain dans l'espace avec Yuri Gagarin. Les premiers aussi à envoyer un humain en sortie spatiale, donc sortir d'une navette spatiale, qui était Alexis Leonov, si je ne me trompe pas au niveau de la prononciation. Donc, les Américains, ils se sont dit, bon, on est un peu à la ramasse, on va essayer de marquer un coup pour vraiment marquer les esprits. Et donc, ils ont dit, on va essayer d'être les premiers à être sur la Lune. Donc, du coup, le studio, le complot, tout ça. Tout ça, voilà, ça va être débunké dans cette vidéo-là. La première série Netflix. Et il faut savoir que ce programme-là n'a pas été fait dans la joie et la bonne humeur, puisque la première mission Mercury s'est faite dans le drame, puisque l'équipage est mort brûlé vif. Donc la première mission Apollo a été un peu un échec. Mais voilà, donc c'est pas non plus joyeux la playlist, mais voilà, on apprend les dessous de l'histoire et comment les scientifiques de la NASA se sont cassés la tête pour essayer de développer un programme spatial qui tienne la route, et comment envoyer des humains dans la Lune. Ouais. Voilà, donc
Donc, dans cette playlist-là, il va pas parler de toutes les missions Apollo, mais il va parler des missions les plus marquantes. Donc, la première, bien sûr, parce que ça a été celle qui a marqué le début du programme Apollo et aussi parce qu'il y a eu des morts. Mais il y a aussi les autres missions Apollo, notamment donc, Apollo 10, qui était la grande répète avant donc, l'alunissage des premiers hommes sur l'espace. Et il y a une petite anecdote qui donne aussi durant Apollo 10, c'est qu'en fait, la NASA, par peur que l'équipage décide de braver les interdits et se pose sur la Lune. Donc, avant Apollo 11, ils ont décidé de mettre que la moitié de la réserve, de sorte que si l'équipage fasse une mutinerie, ils se posent sur la Lune. Mais voilà, du coup, c'est leur arrêt de mort. Ils pourront plus, du coup, revenir. C'est un peu tricky, mais voilà. Du coup, pour s'assurer que voilà, la grande première, ça sera bien Apollo 11. Donc, voilà. Donc voilà, donc il parle de Apollo 10, bien sûr, il parle aussi de Apollo 11. 13. Donc, attendez. Il n'y a pas 13 et il en parlait aussi d'Apollo 13. Ah oui. Mais attends, je vais mettre Apollo 11, donc, notamment l'alunissage de Apollo 11, où tu vois qu'en fait, les mecs, ils ont genre juste une petite fenêtre. Voilà, c'est ça ce qu'ils voient de leur fenêtre. Ils doivent déterminer s'ils sont proches ou non du sol, sachant que depuis le hublot, tu n'arrives pas du tout à distinguer. Tu peux pas la mettre en full screen parce qu'on la voit pas très bien. Je ne cache pas. En full screen, hop. Ouais, voilà, sachant que depuis en fait le petit hublot, tu as du mal en fait à bien distinguer les proportions, parce que tu peux penser être un petit rocher en fait qui fait la taille d'une voiture. Pas de relief. Ouais, mais en fait, c'est vrai. En fait, si, tu as beaucoup de relief, mais en fait. Il y a du relief, mais tu n'as pas. Ouais, le repère visuel est quand même. Ouais, tu n'as pratiquement en fait aucun repère visuel. Et en fait, il donnait comme anecdote, en fait, ce que tu peux penser depuis ton hublot être un rocher en fait qui fait la taille d'une voiture. En fait, après coup, tu peux te rendre compte qu'en fait, il faisait la taille d'un immeuble. Tellement tu n'as pas de repère visuel, tu n'as pas de choses pour te rendre compte des proportions, les cratères, tellement le paysage est craquelé par les cratères, pardon. En fait, tu n'as aucun repère visuel. Et en fait, les mecs, tu vois, ils doivent voir un petit hublot comme ça, ils doivent déterminer s'ils sont à la bonne vitesse et s'ils arrivent à la bonne hauteur pour pouvoir alunir. Sachant qu'en plus, pour Apollo 11, durant la phase d'alunissage, tu avais une alarme qui sonnait. Et les mecs, ils mettent des retransmissions audio avec les sous-titres pour du coup. Ouais, on le voyait tout à l'heure, alarme on, machin. Ouais, voilà. Du coup, les mecs, ils sont là, ils sont en mode bon, on entend une alarme, qu'est-ce qu'on fait? Bon, vas-y, on n'en prend pas compte, on va alunir. Et tu te rends compte que les mecs, ils sont vraiment. Ils ont vraiment un calme. Ils ont un calme olympien, tu vois. Tu te rends compte que. Ils ont vraiment bossé, ils ont fait des exercices et tout pour s'entraîner au mieux, pour être préparés pour les pires situations possibles. Et on voit justement que cet entraînement peut payer parce que justement, il y a eu, comme vous disiez tout à l'heure, c'était donc la mission pour les plus jeunes qui l'ignorent, c'était une mission qui avait pour objectif d'atterrir sur la Lune, qui était donc la 3e mission d'alunissage sur la Lune et qui malheureusement a échoué. Parce que il y avait eu une avarie en fait au niveau de la fusée, ce qui fait que donc ils n'ont pas pu alunir et ils pouvaient pas retourner sur Terre tout de suite. Donc les astronautes ont dû aller en urgence dans leur module lunaire puisqu'il y avait une décompression, donc ils perdaient en oxygène, donc ils ont dû se réfugier dans un module lunaire qui était de base n'était prévu que pour 2 personnes, donc ils étaient 3 personnes, donc ils devaient du coup essayer de vivre pendant la durée du vol dans un module lunaire qui était censé être prévu pour 2 personnes. Donc ça veut dire économiser des ressources en oxygène et en électricité. Contamination au dioxyde de carbone. Tout ça, voilà, pour éviter. Tu lâches pas une pièce dans la capsule, quoi. C'est ça, et clairement. Et du côté de la NASA, eux, ils étaient en mode, il faut qu'on essaye de faire en sorte que des personnes qui sont dans l'espace puissent revenir vivants sur Terre, sachant qu'ils sont dans un espace confiné ou qui n'était pas prévu pour 3 personnes, et donc le temps est compté. Donc là, tu te rends compte que les mecs, eux, déjà dans le module lunaire, ils ont gardé leur calme, puisque c'était vraiment une situation de vie ou de mort. Ils ont réussi à garder leur calme, ne pas paniquer. Les mecs, ils sont hyper calmes. Tu as la retransmission audio où le mec il dit la fameuse phrase Houston, we had a problem. Tu te rends compte que le mec il le dit, tu vois, d'un calme olympien, alors que je pense que la plupart d'entre nous sont en mode mec, qu'est-ce qu'on fait? On va mourir. Tu vois, ils sont en mode voilà. Non, mais ils sont entraînés. C'est l'élite. Psychologiquement, ils sont prêts.
Ils ont pris en fait les mecs qui ont fait jusqu'à Apollo 17 avant, jusqu'à Apollo 17, en fait, c'était des militaires à chaque fois. Donc voilà, c'est comme tu dis, c'est l'élite des mecs qui en plus. Les mecs savent qu'ils partent comme un gars partirait au front à la guerre, ils savent que potentiellement ils reviendront pas. Hein. Ils reviennent pas. Ouais, bon, après aujourd'hui, les trucs ont évolué, mais. Pour la petite histoire, on va peut-être revenir à ça, puisqu'il n'y a pas si longtemps, Elon Musk le disait que pour lui, les premiers vols sur Mars avec des personnes risquent de mourir, hein, les protes. C'est un gros risque. Il dit, justement, en voyant cette série documentaire-là, en fait, tu vois que la plupart des personnes, avant d'être des spationautes, travaillaient dans l'expérimentation en fait de prototypes d'avions. Donc du coup, ils ont déjà, tu vois, la notion du risque. Ils savent que déjà de base, ils peuvent risquer leur vie dans leur métier. Donc voilà. C'est super intéressant. En tout cas, moi, je recommande aussi. Alors, c'est beaucoup plus léger. C'est pas toujours très bien joué, mais l'étoffe des héros, c'était vraiment très cool. Et le nombre de fois, je sais pas pour vous, mais ceux qui nous regardent, mais où je suis tombé à la télé sur Apollo 13 et tu zappes et puis tu sais, tu dis 2h30, je le connais par cœur. Et en fait, tu reviens, tu repars, tu reviens. Tu dis, bon, je vais le regarder. D'ailleurs, oui, pour les plus jeunes, Apollo 13, c'est un film du coup qui retrace cette mission-là d'Apollo, qui est jouée par Tom Hanks, qui a eu du coup un Oscar, je crois, du meilleur film, si je ne me trompe pas, ou en tout cas qui a remporté un Oscar. Et donc, si vous voulez voir, franchement, allez le voir, il est vachement bien. Et puisqu'on est dans les recommandations aussi, je vais en profiter. Il y a une expérience VR qui reprend, donc si je dis pas de conneries, et Jason, tu me corriges, Apollo 11, donc celle avec Neil Armstrong, qui va faire le premier pas. Et on revit, mais en VR, totalement en immersion, avec les phases où on va redescendre sur la fusée, où on rentre dans la fusée, tout est refait. Donc c'est un truc fait par la NASA. On revit l'expérience, voilà. Et c'est très, très, très bien fait, quoi, avec le décollage et tout. Donc, je sais pas si vous vous rappelez, mais du coup, quand j'étais petit, moi, je voyais des images en fait de personnes sur la Lune qui pilotaient un véhicule, une petite voiture. Et donc, le petit buggy, le fameux Alors, buggy. ça, c'était Mario Kart. Le rover à 17 milliards de dollars. C'est ça. En fait, tu te rends compte que ce rover-là, il est tout pété dans le sens où en fait, c'est des petites bricoles. Limite des petites bricoles qui sont attends, je vais mettre une petite photo, qui sont en fait rafistolées pour faire en fait un espèce de petit buggy qu'on peut voir là. Et du coup, justement, elle en parle, c'est donc avec la mission Apollo 15, parce qu'en fait, vu que Apollo 13 n'a pas pu se faire, du coup, Apollo 15 a dû faire la mission de Apollo 13 et Apollo 14, une partie de Apollo 14, pour il a dû faire deux missions en une, et donc pour maximiser la possibilité de déplacement, la NASA a inventé un petit véhicule lunaire qui est donc la première voiture qui a été pilotée par l'homme en dehors de la Terre, donc c'est assez classe. Et justement, il donne aussi des petits témoignages des astronautes qui ont piloté cette voiture-là, et ils ont dit que c'était un enfer en fait à piloter, vu que la gravité est 6 fois moindre sur la Lune. En fait, à chaque bosse, le truc fait des sauts de malade. Donc voilà. Et pour finir avec sur l'aspect américain, je vais aussi vous recommander sa playlist qui parle des navettes américaines, qui est vachement intéressante, puisque comme vous le savez, peut-être pas, mais certains le savent, il y a eu des navettes américaines et 2 ont explosé malheureusement. Et justement, il revient dessus sur les navettes américaines, sur du coup les drames de Challenger et Columbia. Il explique qu'est-ce qui s'est passé en fait durant ces accidents-là. Donc, je vous invite à aller voir de ce côté. Est-ce qu'il a commencé à intégrer du contenu autour de SpaceX, ce que fait aussi Jeff Bezos, etc. Justement, donc sur sa chaîne là, vous pouvez voir en fait à chaque fois qu'il y a un lancement qui est réalisé, il fait un live, donc du coup il en parle, et il fait aussi du coup, je vous invite à aller voir ses lives. Il doit pas être mauvais le mec, parce que 550 000 vues, je pense qu'il il doit adresser une communauté, je pense qu'il franchement, il arrive à vulgariser son propos et tout, et à parler au plus large. Moi qui aime bien l'espace, mais qui ne suis pas un expert en espace, lui il arrive à vraiment vulgariser les propos et tout facilement, et c'est facilement accessible à tout le monde. Et du coup, tu me confirmes, parce que moi je regarde sur un petit écran là de retour, c'est en français, c'est ça?
Oui, c'est en français. C'est cool. une chaîne purement francophone. Ah ouais. Et juste pour finir, le dernier petit truc. Donc, je vous ai parlé la partie espace, mais bien sûr, il y a une partie aérospatiale. Il y a aussi une partie détente aussi. Oui. Non, mais du coup, voilà, il y a une petite playlist justement où il parle aussi des avions, donc notamment des petits avions, des avions les plus marquants dans le domaine de l'aérospatial. Et je vais faire une petite dédicace sur le Concorde, qui est un peu le fleuron franco-britannique en matière d'aérospatiale, qui a marqué le 21e siècle et le 20e siècle. Voilà, qui était l'avion supersonique civil qui a vraiment marqué l'histoire. Et donc, je vous invite à aller voir cette playlist puisqu'il donne des anecdotes sur cet avion-là qui sont vachement bien. Quand on sera décontaminé, pardon, ça c'est un mix entre voilà. Mais quand on aura le droit de bien bouger, et que toutes ces choses-là réouvriront, un petit tour au musée de l'air et de l'espace. Moi, j'y ai vu des trucs. J'ai fait un événement là-bas. Mais pour le coup, le lieu était privatisé car fermé. Et c'était, il y a notamment des répliques de Concorde, etc. Et c'est oufissime. C'est vraiment passionnant. D'ailleurs, il donne une anecdote sur le Concorde, sur le sur le nom Concorde. Il y avait une petite guerre des paroisses entre est-ce qu'il faut rajouter un E ou pas, parce que est-ce que Concorde est en mode anglo-saxon ou française. Et du coup, donc c'est la dénomination française qui a marché. Mais du coup, les Anglais, ils ont accepté le E. Parce que comme ça fait England, tu vois, pour flatter les Anglais. Obviously. Les mecs, eux, toujours attirer la couverture vers eux. Hein, ça... Bravo. Si je peux rajouter quelques petits éléments à tes propos, Jason, si on peut basculer mon écran en régie, je vous avais eu l'alerte. Yes. Donc j'ai 2-3 éléments à spécifier. Buzz Aldrin, premier homme à avoir posé le pied sur la Lune. On peut retrouver son autographe dans mon bar QG, le jour où les bars réouvriront, le Bobby Bar, rue Castex à Bastille. Voilà, sachez-le, il y a son autographe, c'est un vrai. Et j'ai aussi fait un article il n'y a pas si longtemps sur une opération entre Ariane 5 et Minecraft, où il y a tout un délire autour d'Ariane 5 et la Cité de l'Espace, Toulouse, RPZ. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, la map, elle est plutôt pas dégueu. Voilà, c'est fait par Elysium Fire. Et donc, il y a plein de petits mini-jeux autour d'Ariane 5, de la Cité de l'Espace. Jetez un œil, c'est sur mon site. Il y aura le lien dans la description. Donc, voilà. Ok, top. En tout cas, de tout ce que tu nous as montré, Jason, on vit quand même une très belle époque. On ne peut pas toujours avoir ce discours-là, mais avec les images qu'on a, la liberté qu'on a de pouvoir les consulter et aujourd'hui, l'amélioration de ces images-là. D'ailleurs, j'en profite pour les commentaires sur le chat. N'hésitez pas, essayez de deviner d'où provient cette image-là derrière moi. Dites-moi dans les commentaires. D'un fond vert. C'est une grosse bille. Moi, je sais, j'ai joué aux billes à l'école primaire. C'est une grosse bille. C'est une photo que j'ai prise lors de ma dernière sortie, il n'y a pas très longtemps. C'est le test PCR de David. C'est ça. Voilà, c'est le coton-tige. J'en ai fait quelques-uns là. Hein, Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles et sur ces conneries, on va peut-être continuer à avancer. Du coup, on va faire place à Guillaume pour la petite chronique pop culture. Guillaume, dis-nous tout. Tout. Voilà. Merci Guillaume. Savais. À la semaine prochaine, bientôt. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Du coup, avant de commencer, j'ai retrouvé ma boîte à meux. Voilà. Donc, putain, mais c'est vraiment la pub jusqu'au bout, quoi. Putain, mais comment je vais péter ça au montage? C'est Macoq, le sponsor, c'est Macoq, c'est pas Charal, c'est Macoq. Les mecs qui n'ont pas un YouTube Premium, ils sont 15 000 pubs. Mais Charal, quoi. Par contre, des pubs qui rapportent, ils nous foutent des émissions avec des sélections Netflix. Et là, du coup, celle qui rapporte, on se la met. Bon, voilà. Vas-y, dis-nous tout. On peut mettre mon écran, si vous pouvez. Du coup, j'aime. Alors moi, il faut savoir, j'aime beaucoup les jeux de société, les jeux vidéo, les jeux de manière générale, en fait. Et donc là, on est sur mon site. On peut voir un peu un aperçu des derniers jeux auxquels j'ai parlé. Don't Forget Me, c'est un petit jeu vidéo de 3 heures à peu près en dystopie. Jetez un œil, c'est pas inintéressant. C'est sur quoi? Sur quelle console? Sur Steam.
sur Steam, et c'est une production française de Bordeaux. Okay. Et sauf erreur de ma part, tout à l'heure, on a vu du Fortnite, il me semble, dans tes vidéos. Tout à fait, ouais. Voilà. Donc, pour info, il y a Aloy de Horizon Zero Dawn qui débarque sur Fortnite. Il y a aussi Neymar. Quelques jours, voilà, c'était Neymar qui est arrivé, qui a été annoncé. Je sais pas ce que vient faire Neymar. Il avance, il tombe, il avance, il tombe. Il se roule. Je sais pas, j'ai pas de. Et il dit oh caraï, machin. Ça, je sais que. Allez-y les trolls dans les commentaires. Chez vous, moi j'aime pas le foot, donc vous pouvez y aller. Moi le foot. Voilà. Pardon, je joue pas à Fortnite et je n'aime pas le foot, mais cependant, ce qui est intéressant, je sais pas si vous êtes familier, probablement pas, avec le FC Silmi. Je sais pas si ça vous parle. Je connais le FC Porto, mais c'est un groupe de streamers. On va retrouver Domingo, Jiraya, Xari, etc., qui se retrouvent sur FIFA et qui jouent en ligne ensemble. Et il y a un système de championnat, donc ils partent de division 7, 6, 5, etc. Et en vrai, c'est très drôle de les voir sur FIFA et je me surprends à prendre plaisir à les regarder sur FIFA, un jeu auquel j'ai vraiment jamais joué de ma vie et qui a une thématique dont je me contrefous. Par contre, Mario Strikers Chat Football, le sang de la veine. Ok. Voilà. Donc, Mario Football. La chronique n'a toujours pas commencé, hein, pour info. Ça va. non, oui, vas-y, tranquille. Je fais une longue intro parce que je sais que ça sera assez rapide. Donc, ça n'avait pas commencé là. Vas-y. Je déconne. Non, je plaisante. Non, mais j'ai fini David ce soir. Hein. Mais non, je parle pas du tout. Mais comme il nous a dit qu'il parlait de jeux de société et que je vois que c'est, on est vraiment dans un papier qu'il a écrit et tout. Je pensais qu'on. Je sais pas si on peut réduire un petit peu la taille de l'écran et me mettre un peu plus grand en vidéo. Sur Internet, voilà. on ne réduit pas les choses, on les augmente. Allez, la technique. Voilà, parfait, nickel. Voilà. Merci la régie, un bisou. Alors, avant de parler de cet article, parce que j'aime bien les intros, il y a quelques jours, j'étais avec une copine, on a passé la journée à jouer à des jeux. Quel genre de jeu ? Des jeux de société. J'ai rempli une valise de jeux, je suis parti chez elle, on a passé la journée à jouer, et j'avais pas prévu d'en faire un article, mais en fait, la journée était tellement optimale niveau gaming que j'en ai fait un article. Donc, je vais vous faire un peu le même bilan que j'ai fait sur cet article, donc n'hésitez pas à le retrouver en commentaire. Ouais, mais en version détaillée, quoi. Il y a des jeux qui sont techniquement, qui sont vraiment pensés pour du 2 joueurs. Donc c'est écrit 2 joueurs. Vous voyez là, 2. Donc ça, c'est une grande spécialité de l'éditeur Yellow, un éditeur français, il me semble d'ailleurs, j'ai un doute. Et donc parmi ceux-ci, on va attaquer, hein, tout simplement. On a Kauna. Kauna, on nous transporte dans les îles. Et donc là, le système, ça va être de faire des conquêtes d'îles qui nous entourent. Donc là, si vous aimez voyager, ça va être sympa. C'est un Monopoly des îles, non? Je sais pas trop. Je confirme, c'est un éditeur français. Donc voilà, ça c'est la carte des îles. Et l'idée, ça va être de placer des petits bâtonnets. Donc il y a un joueur blanc, un joueur noir. Au niveau des intersections. Sympa. La Corse, la Martinique. Et en fait, il y a aussi. Ah oui, représente. Ouais, il y a l'île de la Réunion et tout. Il y a aussi des petites pierres comme ça, des petites pierres en fait qui permettent de définir quand on a la majorité de liaisons autour d'une île. Est-ce qu'il y a l'île de France ou pas? Non, là c'est vraiment des îles plutôt antillaises, si je dis pas trop d'erreurs en fait. Voilà, on a Kaougola, Jojo, Ifi, Luna, Elai, Bari, Coco, Aloha. Je pense que c'est plutôt des îles. Aloha, c'est pas Hawaï? Ouais, ça va être dans ces eaux-là. Je t'avoue, je suis pas très. Puisqu'on dit de la merde, moi je défie quand même les gens là dans les commentaires là. Tu nous as parlé de Kauna. Moi j'attends ceux qui vont comprendre ma référence à Big Kauna Burger. Voilà. J'ai pas la. Allez, je te laisse poursuivre. Je vous la dirai une fois que le mois du futur vous le dira. Il y a un bon de réduction de Charal à gagner. Alors, le bon de réduction, attends, tu le veux? Il est là. Il est là. Allez, Lost Cities, du coup. Lost Cities, voilà. Donc là, c'est un petit jeu à 2, pareil également. Donc, très, très simple. Le plus compliqué, en fait, c'est de saisir le système de points. Donc, il y a plein de contraintes qui vont s'appliquer au niveau des points. Et en gros, vous allez partir explorer. Ça me rappelle les constructeurs en ce moment. Voilà, on va retrouver 6 couleurs pour la version longue ou 5 couleurs pour la version un peu moins longue. Et vous allez avoir des cartes qui sont numérotées de 2 à 10, si ma mémoire est bonne.
Voilà, et on va surtout retrouver des cartes comme ça, qui sont des cartes paris. Donc vous allez les placer avant vos cartes. Les cartes numérotées vont être par échelle croissante, et l'idée, ça va être de prendre le pari d'arriver à finir une expédition. Si vous arrivez à réunir plus de 20 points, l'expédition est réussie. Et donc ça va être stratégique pour savoir vers quelles expéditions vous allez vous engager, les réussir ou pas, et faire mieux que vos adversaires. Et plus vous aurez de paris, plus le score sera multiplié, et donc plus vos gains pourront être grandioses et apporter une victoire. Ça, c'est un jeu qui se joue à 2, celui-ci, c'est ça? Exclusivement à 2, ouais. C'est du pur 2 joueurs. Et ça, c'est vraiment une grande spécialité de Yellow. Pendant que tu fais des trucs. Vas-y, pardon. Vas-y. J'allais dire que je suis impressionné la manière dont tu arrives à parler et tout en faisant les trucs. Moi, impossible de faire ça. C'est multitâche m'impressionne. Ça doit être la bière que j'ai bu avant, ça. Targi. Donc ça, c'est un jeu qui nous amène au niveau des Touaregs, les marchands du désert. Donc là, je vais pas forcément sortir tout le bordel. Mais en gros, on a plein de la surprise pour ton article. Plein de ressources. On va avoir du sel, du poivre, des dattes, de l'or, etc., des points de victoire. On va retrouver des cartes de tribus, donc avec différentes icônes. Donc là, l'icône de chameau, l'icône de tente. Il y a l'icône charal. Écoute, je croisais. Tu l'as voulu, on l'a faite la pub. Hein. Je vais appeler les attachés de presse, on va voir s'ils peuvent pas débloquer un petit budget. Je pense que je vais voir un mail popé de Macoq qui va dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. Mais c'est ça. C'est bizarre parce que Macoq, vous en parlez pas autant comme ça. Après, on a les. Moi, je dis, il faut faire un featuring Macoq Charal. Hein, attention. Il y a un montant. Vas-y. Après, on a les cartes de marchandises. Donc voilà, l'idée, ça va être de réunir des marchandises pour acquérir des cartes de tribu. Le plateau se constitue en fait d'un. Alors, il va falloir regarder bien en détail. Mais en gros, le plateau se constitue d'un anneau périphérique ou avec des actions à réaliser sur lesquelles il va falloir placer nos pions. Et tout ce qui est au centre, donc les 9 cartes centrales, vont être les cartes qu'on va récupérer, qu'elles soient marchandises ou tribus. Il va y avoir plusieurs interactions qui vont s'effectuer là-dedans. C'est très très intéressant. Donc voilà, ça se joue très simplement, c'est pas très dur. Jetez un œil à mon article, vous verrez, c'est pas très compliqué. Je vais garder le meilleur pour la fin, ça a été une véritable surprise. Là, on est sur Nagaraja. D'ailleurs, toujours un jeu pour 2, vous voyez en bas. 9 et plus, c'est l'âge, et 30, c'est la durée du jeu estimée. Donc Nagaraja, là, c'est pareil, c'est un peu de l'exploration avec des artefacts et des reliques. C'était une chanson aussi, non? La Nagaraja, la Nagaraja. Donc, le plateau se présente comme ça. Là, on a les entrées du donjon. Et là, en fait, sur les côtés, on va avoir des reliques comme ça qui sont posées. Donc, elles vont être de différentes valeurs. Il va y en avoir qui sont maudites et d'autres non maudites. On va se battre pour des tuiles qui vont former un chemin, en fait, qui vont nous permettre de relier notre entrée aux différentes sorties vers les reliques. Et l'idée, ça va être de récupérer 25 points. Et en fait, la grosse particularité de ce jeu, c'est qu'il se passe avec des sortes de dés qui sont des bâtonnets avec différentes icônes. Et donc là, on voit les dés vert, noir, vert, marron et blanc avec les icônes de Naga, donc ces petites vagues, ou des icônes tout simplement de points de destinée. Et on va se battre après à récupérer des cartes pour faire les meilleurs agencements qui est possible. Donc, c'est un jeu portugais, ça. C'est ça. Très sympa à jouer. Et je vais essayer. Moi, je suis pas sûr. Ces Portugais, ils aiment bien taper sur le tapis quand même. Tu vois, je pense qu'il y a des trucs qui voleraient. Hein. Un élément très intéressant, on n'en parle pas souvent, on le voit pas forcément dans les tests de jeu. La boîte a un thermomoulage extrêmement bien pensé, il est vraiment optimal. Tout s'emboîte. Alors attends, vas-y, rezoom Guillaume. Ah oui. Attendez, j'appelle la régie. Allô New York, s'il vous plaît, on a un problème. Voilà. Donc là, tout s'emboîte parfaitement bien. On a les cartes, on a les tuiles en bas, les reliques d'un joueur et de l'autre, et tous les dés. Petit détail qui a son importance quand même. Hein. Quand tu dois les ranger et que quand tu le ressors, tu te rends compte que tous ces fous affichent le camp. En fait, plus tu consommes du jeu de société, plus tu t'aperçois qu'il y a vraiment des sociétés qui font ça bien, d'autres qui le font beaucoup moins.
ça permet d'améliorer vraiment ton expérience de jeu. Ouais. Alors, j'ai presque fini. Moi qui suis pas trop plastic friendly, j'aurais bien aimé que le dessous soit en carton, le truc de compartiment, mais déjà si ça fonctionne bien, c'est plutôt cool. Et enfin, ça a été la grosse découverte avec mon ami. Donc c'est un jeu que j'avais récupéré il y a pas longtemps et que ni elle ni moi ne connaissions. Et donc Wild Space, c'est un jeu de cartes avec des gros effets de combo, donc des enchaînements en cascade, ou avec des designs que j'ai vraiment adoré. Donc typiquement, on est un peu dans le thème de l'espace. Donc là, on a des rhinocéros un peu vénères. Là, on a des ours un peu stylés quand même. Je crois que c'est des grenouilles ou je sais pas quoi. Et donc, on va avoir plusieurs. C'est dommage, t'avais bien vendu les deux autres et la grenouille, elle a cher gratuit. Ouais, la grenouille, des poulpes, voilà. Tiens, il y a le mec du poulpe qui donne les scores de match de foot. Ouais, c'est Paul le poulpe. Et donc, dans ce jeu, en fait, on va retrouver différentes icônes. Donc là, c'est les espèces. Donc l'idée, ça va être de récolter plusieurs espèces pour avoir le plus de points possible. Là, c'est le métier, il me semble. Là, c'est des conditions de pause. Ça dit que quand on joue cette carte, si on a joué, si on défausse une carte, par exemple, on en pioche 3, il me semble. Et en gros, l'idée, ça va être de faire un système de combo et de maximiser nos pauses parce qu'on aura que 10 tours de jeu au final. Et c'est une excellente découverte. Le jeu est très, j'ai une question. Très fun. Alors, du coup, est-ce que le poulpe, c'est un gardien ou pas de foot? Le poulpe, c'est quoi? C'est Paul le poulpe, c'est ça? Ouais, mais on a vu sa profession. Ah, c'est sa profession. Oui, sa profession, parce que je trouve qu'il ressemble à un gardien ou un garagiste, tu vois, le poulpe. Non, oui, t'as raison, c'est deux métiers qui se ressemblent d'ailleurs. Non, c'est des spationautes. Enfin, voilà, Wild Space, c'est l'espace sauvage. Voilà, Voilà. Tout est lié, hein. From Stardust to Wild Space. Hein. Ouais. D'ailleurs, dans la chaîne Stardust, il parle d'un ours qui a été envoyé dans l'espace. Non, pas dans l'espace, dans un avion, ouais, en mode éjectable. Bref. Et si je peux finir. Mais c'était juste pour tester en fait un siège éjectable. Ils ont utilisé pour tester vraiment ça. Le truc qui nous rappelle qu'on est la pire race de cette planète en vrai. On va vexer quelques assos. Allez, vas-y. Si je peux finir mon instant promo pour Charal. Ah non, si c'est de la promo. Ça, c'est les derniers jeux que j'ai reçus de Matago, de Funforge. Donc voilà, on les retrouvera bientôt sur mon site. Je suis en train de les tester. Donc merci aux éditeurs qui me font confiance. Yes. Ça fait plaisir. Et si vous aimez le monde ludique, n'hésitez pas à retrouver. Et surtout, jouez à ces jeux-là où vous passez des choses avec des gens qui sont PCR négatifs. Oui, maintenant c'est les nouvelles. C'est là. Ils l'ont mis dans la notice ou pas? Parce que faut la petite recommandation, tout ça. Il y a des autotests fournis maintenant dans chaque boîte de jeu. Écoute, alors maintenant, entre l'alcool avec modération, les tests, on est mal. Au sein de l'équipe, désormais, on est à 50% déjà à avoir été positif, donc ça va. Tout va bien. C'est auto-immune. C'est ça, vous êtes auto-immune. Exactement. Bon, très bien. Eh ben, merci. Eh ben, pas de souci. Est-ce qu'on se ferait pas un petit coup de... Voilà, ça serait un cut. Oh. Bon, sur ces belles paroles, ou pas d'ailleurs, je pense que elles sont belles. Hein, on embrasse tous les véganes aussi qui nous regardent, voilà, tous ceux pour la cause animale, entre des ours sur des sièges éjectables, voilà. Ah non, on a des bien ours plié drogués, le game. Attention sur les chaises. On a bien plié le game, ça va en faire du cut. Hein. Magnifique, magnifique. J'embrasse le monteur. Ah là. Bon, du coup, les amis, je vous propose qu'on conclue cette émission-là. Et merci Jason, merci David et merci Guillaume. En tout cas, les gars, très sympa. On se dit, nous, à très bientôt. Merci au chat d'avoir été avec nous pour la première. On s'embrasse, les nous du futur. C'est la règle. Voilà. Yes. Merci Mathieu, au monteur du futur. Enfin, Mathieu, monteur du passé, du coup. Essaye de continuer de manger un peu plus light. C'est bien. Accroche-toi. Fais ce que tu peux. Voilà. Et puis, merci, Macoc. Voilà, merci Macoc aussi, qui a eu fort à faire dans cet épisode. Et puis, écoutez, on vous embrasse tous. On se dit à la prochaine et à bientôt. Bye bye. Ciao.